Il m'a présentée comme la femme qui sert le petit café et sa maîtresse comme son épouse officielle. Il m'a même dit « Fais semblant que tout va bien ». C'est ce que mon mari a chuchoté à mon oreille après m'avoir humiliée devant tout le monde. 22 ans de mariage, et c'était tout ce qu'il avait à me dire. J'ai fait semblant, pendant exactement 2 minutes. Ensuite, je me suis levée. Et ce qui s'est passé après, il ne l'oubliera jamais. Mon nom est Hélène Vernet, et cette histoire commence la nuit où j'ai décidé d'arrêter d'être invisible. Bonjour, je suis Hélène, et avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Mettez un like sur cette vidéo et commentez ici en bas d'où vous écoutez. Cela m'aide énormément à continuer à vous apporter des histoires comme celle-ci. Et maintenant, venez avec moi. J'avais 57 ans ce soir-là. 57 ans, 22 ans de mariage et toute une vie construite avec mes propres mains. Des mains que mon mari avait appris, au fil des années, à ne plus voir. Il y a des trahisons qui arrivent en une nuit, brutales et soudaines comme un coup de poing. Et puis, il y a celles qui arrivent lentement, presque doucement, comme une marée qui monte sans que vous le remarquiez, jusqu'au moment où vous réalisez que vous avez de l'eau jusqu'au cou et que personne ne tend la main pour vous aider. Ma trahison à moi était de ce deuxième type. Ce soir-là, en octobre 2024, Paris était froide. Le genre de froid qui s'infiltre dans les os et vous donne envie de rester chez vous, sous une couverture, loin de tout. Mais je me préparais pour un dîner d'affaires, le plus grand de toute l'histoire de notre entreprise. Je me tenais devant le miroir de notre chambre, dans notre appartement du 16e arrondissement, et j'essayais de reconnaître la femme qui me regardait en retour. J'avais choisi la robe bleu marine que Philippe m'avait offerte pour notre 10e anniversaire de mariage. J'avais passé le collier de perles que sa mère m'avait donné le jour de notre mariage, les larmes aux yeux, en me disant « Prenez soin de mon fils ». Mes cheveux commençaient à grisonner aux tempes. Des lignes douces s'étaient tracées autour de mes yeux, les lignes de quelqu'un qui a beaucoup regardé, beaucoup pensé, beaucoup porté. Mes mains, que je tenais devant moi un instant, avaient signé des contrats de plusieurs millions d'euros. Ces mêmes mains avaient aussi fait la vaisselle du dîner, plié le linge, tenu notre fille Chloé dans les premiers jours de sa vie. Je ne savais pas, à ce moment-là, que c'était la dernière fois que je porterais ce collier en tant qu'épouse de Philippe Vernet. Philippe avait 60 ans, des cheveux blancs bien coupés, des costumes taillés sur mesure, une voix grave qui remplissait n'importe quelle salle. C'était le genre d'homme qui faisait croire aux gens qu'il avait construit le monde de ses propres mains. Charismatique, précis, toujours à sa place dans une réunion. Les investisseurs l'aimaient, les partenaires lui faisaient confiance. Et moi, pendant 22 ans, je l'avais aimé aussi. Mais c'était mes mains. Toujours les miennes. À 32 ans, j'avais cofondé la Vernet & Associés avec lui. C'était moi qui rédigeais les contrats les plus complexes, en 3 langues quand il le fallait. C'était moi qui entretenais les contacts internationaux, qui rappelais les partenaires à São Paulo, à Berlin, à New York. C'était moi qui, pendant les mois où Philippe buvait trop après l'échec du projet de Lyon, avait tout tenu à bout de bras, seul, pendant qu'il dormait jusqu'à midi et que le monde croyait qu'il se remettait d'une pneumonie. J'avais menti pour lui. J'avais couvert ses absences. J'avais signé des documents en son nom quand il n'était pas en état de le faire. Et en échange, il avait décidé, quelque part au cours des 3 dernières années, que j'étais simplement une présence domestique, une ombre, une femme qui servait le café. Je ne l'avais pas vu venir, ou plutôt, je l'avais vu venir et j'avais refusé d'y croire. Les premières fois qu'il m'avait exclu d'une réunion avec un nouveau partenaire, en disant que ce n'était pas nécessaire que tu sois là, les premières fois qu'il avait présenté nos décisions communes comme siennes, en utilisant « je » là où il y avait toujours eu « nous ». Les soirs où il rentrait tard sans explication, le regard fuyant, la distance installée entre nous comme un meuble qu'on aurait déplacé sans rien dire. J'avais mis tout cela sur le compte de la pression professionnelle, de la fatigue, de l'âge. Je m'étais dit que les couples traversèrent des phases, que nous étions dans une phase difficile, que ça passerait. Ça n'avait pas passé, ça avait empiré. Ce soir-là, en me regardant une dernière fois dans le miroir avant de partir, je sentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pas de la peur, pas de la tristesse.
quelque chose de plus froid, de plus calme, de plus résolu. Comme si une partie de moi savait déjà ce qui allait se passer ce soir. Comme si une partie de moi attendait ce moment depuis des mois sans se l'avouer. Il y avait 18 mois que je travaillais en silence pour que ce moment soit possible. Et cette nuit, tout ce travail allait trouver son sens. Je pris mon sac. Je vérifiai une dernière fois l'enveloppe que j'avais glissée à l'intérieur 3 jours plus tôt et que je n'avais encore montrée à personne. Elle était là. Je la refermai. Je descendis les escaliers. La voiture nous attendait en bas. Philippe était déjà dedans, le téléphone à la main, sans lever les yeux quand je montais. Il ne remarqua pas ma robe. Il ne remarqua pas le collier. Il ne dit rien pendant tout le trajet jusqu'au restaurant, sinon quelques mots sur les investisseurs, leurs noms, leurs attentes, ce qu'il fallait dire et ne pas dire. Il me parlait comme on donne des instructions à un assistant. Pas comme on parle à quelqu'un avec qui on a partagé 22 ans de vie. Je regardais les lumières de Paris défiler par la vitre, les reflets dorés sur l'asphalte mouillé, les silhouettes des gens qui marchaient vite, les épaules rentrées contre le froid d'octobre. Et je pensais à tout ce que j'avais construit, à tout ce que j'avais porté, à tout ce que j'avais eu pendant toutes ces années. Et pour la première fois depuis très longtemps, je ne ressentis pas de tristesse en y pensant. Je ressentis quelque chose de beaucoup plus dangereux pour Philippe. Je ressentis de la clarté. Le restaurant L'Ambroisie brillait derrière ses fenêtres, aux rideaux de velours bordeaux, des lustres en cristal, des serveurs en gants blancs. Le genre d'endroit où l'on conclut des affaires qui changent des pays. Philippe descendit de voiture le premier, boutonna son veston, vérifia son reflet dans la vitre. Il se redressa, sourit, redevint l'homme que le monde admirait, et poussa la porte sans m'attendre. J'entrai derrière lui, et c'est là que je la vis. Clara avait 34 ans, des cheveux noirs et lisses qui tombaient sur ses épaules, avec cette négligence calculée que certaines femmes maîtrisent parfaitement. Une robe rouge qui ne laissait aucun doute sur ses intentions. Un sourire qu'elle utilisait comme on utilise une arme, avec précision, avec conscience, avec le plein contrôle de l'effet qu'il produisait sur les autres. Elle était assise à la droite de Philippe, à ma place. Je m'arrêtai une fraction de seconde, une seule. Juste le temps de comprendre ce que je voyais, de laisser la réalité s'installer dans ma poitrine comme quelque chose de lourd et de froid. Puis, je continuai à avancer. Je m'assis à gauche, dans la chaise que le maître d'hôtel avait réservée discrètement de l'autre côté de la table. La chaise des invités secondaires. La chaise de celle qui n'a pas d'importance. Les investisseurs étaient déjà tous là. 4 hommes et une femme. Hans Brecker et son associé, représentant le consortium allemand. Lauren Crawford, du fonds américain. Et Adriana Santos avec son mari, directrice d'un fonds d'investissement brésilien basé à São Paulo. Ensemble, ils représentaient un consortium capable d'injecter 50 millions d'euros dans le projet d'expansion de l'entreprise vers le marché asiatique. C'était la plus grande affaire que la Vernet & Associés avait jamais tenté de conclure. Des années de préparation, des dizaines de réunions, des centaines de courriels, une grande partie rédigée par moi, signée par lui. Philippe se leva, sourit, la voix grave et pleine d'autorité qu'il réservait aux grandes occasions. Il se tourna vers Clara avec une fierté affichée et dit « Cette belle femme à mes côtés est mon épouse. » Les investisseurs sourirent. Des compliments furent échangés. Clara inclina la tête avec une grâce répétée, sans dire son prénom, sans que Philippe le précise. Et dans ce silence, dans cette présentation volontairement incomplète, il y avait déjà tout un programme. Puis Philippe se tourna vers moi, comme si j'étais un détail de décoration qui nécessitait une brève explication, et dit, avec le ton léger de quelqu'un qui fait une plaisanterie anodine, « Et celle-ci, c'est celle qui me sert le café. » La table éclata de rire, pas le rire cruel de quelqu'un qui veut blesser. Pire que ça, le rire inconfortable de gens qui ne savent pas si la plaisanterie est drôle, mais trouvent plus sûr de rire que de questionner. Je sentis le sang monter à mon visage, puis descendre. Puis un froid étrange s'installer dans ma poitrine, comme de la glace se formant sur de l'eau immobile. Je gardais les yeux posés sur la nappe blanche devant moi, sur le reflet des lustres dans les verres en cristal, sur mes propres mains, posées à plat sur mes genoux,
que je m'obligeais à ne pas serrer. Philippe se pencha légèrement vers moi, le sourire toujours sur le visage pour le public, et chuchota à mon oreille avec une douceur qui rendait ses mots encore plus durs. « Clara est plus belle et plus jeune. Alors fais semblant que tout va bien, Hélène. S'il te plaît, ne m'embarrasse pas ce soir. » 22 ans défilèrent dans ma tête comme un film sans son. Les week-ends à travailler pendant qu'il voyageait. Les nuits sur des tableaux financiers pendant qu'il dormait. La perte que j'avais vécue seule dans un hôpital à Genève parce qu'il était à une conférence et avait estimé qu'il n'était pas nécessaire de rentrer. Le jour où j'avais signé les documents qui avaient sauvé l'entreprise de l'effondrement et il m'avait offert un bouquet de fleurs comme si j'avais fait quelque chose de sympathique. Les réunions dont il m'avait progressivement exclu. Les partenaires à qui il s'était présenté seul, sans me mentionner. Les soirs où il était rentré avec l'odeur d'un parfum qui n'était pas le mien et où j'avais choisi de ne pas poser de questions parce que j'avais encore peur de ce que les réponses pourraient changer. Tout cela en quelques secondes. Tout cela dans le silence d'une table de restaurant pendant que les verres tintaient et que quelqu'un faisait une remarque sur le vin. Je me levai lentement. Tout le monde me regarda. Je vis dans leurs yeux l'anticipation polie de quelqu'un qui s'attend à voir une femme quitter la table en retenant ses larmes. Peut-être aller aux toilettes pour pleurer en silence, peut-être simplement disparaître, comme Philippe l'avait voulu depuis le début. Je vis Philippe lui-même se raidir légèrement, prêt à gérer une scène, à minimiser, à expliquer aux investisseurs que sa collaboratrice était un peu émotive ce soir. Mais je ne pleurais pas. Je souris. Un sourire différent de tout ce que Philippe avait vu sur mon visage en 22 ans. Un sourire qui n'était ni de la politesse, ni de la résignation. Un sourire qui était, en même temps, un adieu et une déclaration de guerre. Je laissai le silence s'installer une seconde de plus, juste assez longtemps pour que tout le monde à cette table comprenne que ce qui allait suivre n'était pas une réaction émotionnelle. C'était une décision. Et puis, j'ouvris la bouche. Je me tournai vers Hans Brecker, délibérément, directement, en ignorant complètement Philippe comme s'il avait cessé d'exister, et je parlais en allemand. Pas pour que Philippe comprenne, précisément pour qu'il ne comprenne pas. Pour que ce qui allait se dire dans les minutes suivantes reste entre les investisseurs et moi, dans un espace linguistique dont il était exclu, dans cet espace où la vérité pourrait circuler librement sans qu'il puisse l'intercepter ni la contredire en temps réel. « Herr Brecker ?» dis-je, avec le même calme que j'aurais eu en ouvrant une réunion d'affaires ordinaire. « Ich möchte Ihnen zunächst für Ihre Geduld danken. Und dann möchte ich Ihnen etwas erklären, das Sie wissen sollten, bevor dieses Abendessen weitergeht. Monsieur Brecker, je voudrais d'abord vous remercier de votre patience. Et ensuite je voudrais vous expliquer quelque chose que vous devriez savoir avant que ce dîner continue. » Le silence qui tomba sur cette table fut le genre de silence qui précède une tempestade. Hans Brecker cligna des yeux, puis sourit, vraiment cette fois, et répondit en allemand « Für eine Frau, die nur Kaffee serviert, sprechen Sie bemerkenswert gut Deutsch. » Ah, pour une femme qui ne sert que le café, vous parlez allemand de manière remarquable. Je répondis avec calme, toujours en allemand. Je lui dis que j'avais vécu à Berlin pendant 2 ans dans ma jeunesse, que j'avais fait mon master en économie européenne, et que c'était moi qui avais rédigé les termes originaux du contrat qu'ils avaient reçus, dans les 3 langues dans lesquelles il avait été envoyé. Brecker échangea un regard rapide avec son associé. Et dans ce regard, je vis quelque chose changer. Je me tournai ensuite vers Adriana Santos, en portugais. Boa noite. Fui eu quem estabeleceu os primeiros contatos com o escritório de vocês em São Paulo, em 2019. Conversamos por telefone algumas vezes. Meu nome é Hélène. Hélène Vernet, a fundadora. Adriana écarquilla les yeux, puis dit très doucement. Meu Deus, eu reconheço a sua voz. Et enfin, en anglais impeccable, je me tournai vers Lauren Crawford. Miss Crawford. I believe you have a copy of the founding documents of this company. I'd like to know if my name still appears on them, or if it was somehow removed in the version Mr. Vernet sent you. Lauren Crawford ouvrit le dossier devant elle avec un calme chirurgical. Elle fit glisser ses doigts sur les papiers, leva les yeux et dit « Hélène Vernet, cofondatrice et directrice exécutive. 50% des actions ordinaires. » Le visage de Philippe avait perdu toute couleur.
Clara regardait d'un côté puis de l'autre comme quelqu'un qui assiste à un match dont personne ne lui a expliqué les règles. Elle n'avait pas compris un seul mot échangé durant ces 6 dernières minutes. Ni l'allemand, ni le portugais, ni l'anglais. Elle posa sa main sur le bras de Philippe, avec un geste qui se voulait rassurant, mais qui ressemblait davantage à celui de quelqu'un qui cherche un appui parce que le sol tremble sous ses pieds. Philippe ne la regarda pas. Il me regardait, moi. Et dans ses yeux, pour la première fois depuis très longtemps, je ne voyais pas l'homme sûr de lui qui m'avait chuchoté de faire semblant. Je voyais quelqu'un qui commençait à comprendre qu'il avait commis une erreur monumentale. Pas une erreur de jugement, une erreur de calcul. Il avait sous-estimé la femme en face de lui pendant trop longtemps, et ce soir, cette erreur lui revenait en plein visage dans une salle remplie des personnes qui comptaient le plus pour son avenir professionnel. Hans Brecker posa ses coudes sur la nappe blanche, joignit les mains et me regarda avec l'expression d'un homme qui réévalue rapidement et soigneusement tout ce qu'il croyait savoir. Il dit, en allemand, d'une voix mesurée, « Madame Vernet, si j'ai bien compris ce que vous venez de nous dire, vous êtes la cofondatrice de cette entreprise, vous détenez 50% des parts, et les documents que nous avons reçus ne reflètent pas fidèlement la structure réelle de direction. » Je répondis simplement, toujours en allemand pour que Philippe reste dans l'obscurité de ce qui se construisait contre lui. « C'est exactement ce que je vous dis, Herr Brecker, et je suis prête à vous montrer chaque document qui le prouve. » Philippe se racla la gorge. Tenta d'intervenir en français, la seule langue dans laquelle il se sentait encore en contrôle. « Je pense qu'il y a un malentendu ce soir, et je voudrais clarifier. » Brecker leva une main, un geste poli mais absolument sans appel, et dit, en français cette fois, avec une précision qui ne laissait aucune place à l'interprétation. « Monsieur Vernet, je vous demanderai d'attendre. Madame Vernet a la parole. » Philippe se tut. Et dans ce silence, dans cette main levée d'un investisseur allemand qui venait de lui retirer la parole dans sa propre réunion d'affaires, je vis quelque chose se briser en lui. Pas spectaculairement, pas avec bruit, mais avec cette discrétion irréparable des choses qui se cassent à l'intérieur. Je repris alors en français pour que les 4 investisseurs suivent chaque détail sans effort. Il y a 18 mois, en cherchant un document sur l'ordinateur de mon mari, j'ai trouvé par hasard une série d'échanges entre lui et son avocat personnel. Ces échanges décrivaient en détail un plan pour me racheter mes parts à une valeur délibérément sous-estimée, en utilisant une clause obscure du pacte d'actionnaires que nous avions signé en 2004. Ce soir-là, pendant que Philippe dormait, j'ai lu ces courriels 3 fois. Le lendemain matin, j'ai appelé mon propre avocat. Et nous avons commencé à travailler. Je marquais une pause. 3 semaines avant ce dîner, Adriana Santos m'a contacté directement. Elle avait reçu, par erreur, 2 courriels contradictoires, l'un de Philippe se présentant comme unique fondateur, l'autre une ancienne chaîne de messages où mon nom apparaissait dans chaque décision stratégique des 10 dernières années. Adriana est une femme pragmatique. Elle n'investit pas 50 millions d'euros dans des histoires qui ont des trous. Alors elle m'a appelé. Et nous avons parlé. Ce que Philippe ne savait pas, c'est que ces 18 mois de préparation silencieuse et cet appel d'Adriana allaient converger exactement ici, exactement ce soir, exactement devant lui. Si vous êtes encore là, abonnez-vous maintenant et mettez un like. La suite va tout changer. Adriana Santos prit la parole doucement, en regardant Philippe avec une expression qui n'était pas de la colère mais quelque chose de pire, de la déception professionnelle froide. Monsieur Vernet, nous avons reçu une présentation qui nous décrivait une entreprise dirigée par un seul homme. Nous avons fait nos vérifications, comme nous le faisons toujours. Et les documents officiels que nous avons consultés contredisent cette présentation de manière significative. Philippe ouvrit la bouche, la referma, posa la main sur la table, la retira. Il cherchait ses mots, lui qui n'en manquait jamais, et ne les trouvait pas. « Je peux expliquer, dit-il finalement, avec une voix qui avait perdu toute son autorité et qui sonnait maintenant comme celle d'un homme qui improvise. Hélène est effectivement cofondatrice, mais ces dernières années, elle a pris un rôle plus en retrait. Elle s'est concentrée sur d'autres aspects et j'ai naturellement pris en charge la direction opérationnelle. Ce n'est pas une tentative de dissimulation, c'est simplement l'évolution naturelle de nos rôles respectifs au sein de l'entreprise.
Je le laissai finir. Je ne l'interrompis pas. Je lui donnai toute la corde dont il avait besoin. Puis je dis, calmement, en regardant les investisseurs et non pas Philippe. En 2017, pendant que mon mari était à Bordeaux pour des raisons personnelles, j'ai signé seul les documents qui ont évité la faillite de notre entreprise. En 2019, c'est moi qui ai établi le premier contact avec le bureau de São Paulo d'Adriana lors d'un déplacement que j'ai organisé et financé sans que mon nom apparaisse dans aucun compte rendu officiel. En 2021, j'ai rédigé en intégralité le dossier de candidature qui nous a permis d'obtenir le label européen qui a triplé notre crédibilité auprès des fonds institutionnels. Ce dossier porte la signature de Philippe, pas la mienne. Je marquais une pause. Le rôle en retrait dont il parle, c'est lui qui me l'a assigné progressivement, en m'excluant des réunions, en présentant nos décisions comme les siennes et en effaçant mon nom partout où il pouvait le faire. Ce soir, il a présenté sa maîtresse comme son épouse et m'a présenté comme celle qui sert le café. Je vous laisse juger de la crédibilité de sa version. Lorraine Crawford prit une note. Breker échangea un regard avec son associé. Adriana Santos posa son stylo sur la table avec un geste définitif. Et puis ce fut Lorraine Crawford qui prit la parole, avec la précision d'une femme habituée à prendre des décisions difficiles dans des situations complexes. Madame Vernet, avant que cette réunion aille plus loin, j'ai besoin de vous poser une question directe. Existe-t-il un lien juridique ou financier avec Monsieur Vernet qui pourrait compliquer ou invalider un accord conclu directement avec vous? J'ouvris mon sac. Je pris l'enveloppe que j'y avais glissée 3 jours plus tôt. Je la posai sur la table et la fis glisser doucement vers Lorraine Crawford. Mon avocat a déposé les documents de séparation de biens et de dissolution de société il y a 72 heures. Philippe n'a pas encore été formellement notifié. Il le sera demain matin à la 1re heure. À partir de ce moment, toute décision relative à la Vernet & Associés relève de ma seule autorité en tant que cofondatrice et directrice exécutive. Lorraine ouvrit l'enveloppe, la parcourut, referma, leva les yeux vers moi avec quelque chose qui ressemblait à du respect, le genre de respect qu'on n'accorde pas facilement dans ce milieu. Je me retournai alors vers Philippe, une dernière fois, en français, pour que chaque personne autour de cette table entende et comprenne chaque syllabe. La réunion peut continuer, mais toi et ton accompagnatrice pouvez vous retirer. Maintenant, personne autour de la table ne dit le contraire. Philippe resta immobile pendant 3 ou 4 secondes. Ces secondes où un homme comprend que le sol a disparu sous ses pieds, mais ne croit pas encore qu'il tombe. Clara se leva la première, récupéra son sac à main avec des gestes fébriles, sans regarder personne. Philippe se leva à son tour, prit son veston, me regarda une dernière fois avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage en 22 ans. Ce n'était pas de la colère. C'était de la peur. La porte du restaurant se referma derrière eux dans un silence parfait. Hans Breker posa les coudes sur la table, s'inclina légèrement vers moi et dit en allemand avec un sourire que je n'oublierai jamais « Alors, Madame Vernet, maintenant que nous sommes entre adultes, qu'est-ce que vous nous proposez ?» Je pris une longue inspiration. Je regardais les 4 visages autour de la table, Hans Breker avec son sourire mesuré, Lorraine Crawford avec son stylo déjà prêt, Adriana Santos avec cette attention particulière qu'elle m'accordait depuis que j'avais prononcé mon nom en portugais, et son mari qui n'avait pas dit un mot de toute la soirée, mais qui observait tout avec la précision tranquille de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il cherche. Ces 4 personnes avaient voyagé depuis Berlin, New York et São Paulo pour s'asseoir à cette table. Elles avaient fait leur vérification, étudié les dossiers, analysé les chiffres. Et maintenant, elles me regardaient. Moi, pas Philippe. Moi. Je dis, en français d'abord pour que tout le monde suive, puis en reprenant les détails techniques en allemand pour Breker et en anglais pour Crawford. Ce que je vous propose ce soir est simple. Je vous propose la vérité. La vérité sur ce que cette entreprise est réellement, sur ce qu'elle peut devenir, et sur qui est capable de la mener là où elle doit aller. Je fis glisser vers le centre de la table un second document que j'avais sorti discrètement de mon sac. Un document de 16 pages, relié, avec les chiffres réels des 5 dernières années. Pas la version présentée par Philippe dans sa proposition initiale, mais la version complète,
avec les marges réelles, les contrats que j'avais négociés, les partenariats que j'avais construits, et une projection détaillée sur 3 ans pour l'expansion asiatique. Breker l'ouvrit à la première page, parcourut quelques lignes, leva les yeux. « Vous avez préparé ceci avant ce soir ?» Ce n'était pas une question. « Oui, répondis-je, depuis 18 mois pour les fondements, et depuis 3 semaines pour les derniers détails, après l'appel d'Adriana. » Breker hocha la tête lentement. Cette précision, la distinction entre les 18 mois de préparation de fonds et les 3 semaines de finalisation, sembla lui dire quelque chose d'important sur la façon dont je travaillais, sur la rigueur, sur la patience, sur le fait que je n'avais pas agi par impulsion ou par réaction émotionnelle à une trahison récente, mais que j'avais construit, pierre par pierre, avec la méthode d'une femme qui sait exactement ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. Ce que je leur expliquai ensuite, pendant les 2 heures qui suivirent le départ de Philippe, c'est ce que 18 mois de travail silencieux m'avaient appris sur ma propre entreprise et sur moi-même. J'avais commencé cette préparation le soir où j'avais trouvé par hasard les courriels entre Philippe et son avocat personnel, qui décrivaient en détail un plan pour me racheter mes parts à une valeur délibérément sous-estimée. Ce soir-là, dans le silence de notre appartement du 16e arrondissement, pendant que Philippe dormait dans la chambre à côté, j'avais lu ces courriels 3 fois. Puis j'avais fermé l'ordinateur. Puis j'étais allé dans la cuisine me préparer une tisane et j'avais regardé les lumières de Paris depuis la fenêtre pendant très longtemps, sans pleurer, sans crier, sans rien faire d'autre que penser avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le lendemain matin, j'avais appelé mon propre avocat, pas celui que Philippe et moi partagions depuis 15 ans, mon avocat à moi, que je n'avais pas contacté depuis la signature de notre contrat de mariage. Et nous avions commencé à travailler. 18 mois de travail silencieux pendant lesquels j'avais continué à faire semblant. À préparer les dîners, à assister aux rares événements professionnels auxquels Philippe m'invitait encore, à répondre poliment quand ses collègues me demandaient comment j'allais. 18 mois pendant lesquels j'avais reconstruit, document après document, la preuve complète de ma contribution réelle à l'entreprise. 18 mois pendant lesquels j'avais eu le temps de comprendre non seulement ce que Philippe me faisait, mais pourquoi il me le faisait. Pas par cruauté gratuite, par peur. Peur que les gens autour de lui comprennent que la moitié du crédit qu'on lui accordait m'appartenait. Peur que, si je devenais visible, il deviendrait moins grand. La réunion continua pendant 2 heures après le départ de Philippe. 2 heures sans traducteur, sans mise en scène, sans la tension de devoir jouer un rôle que personne ne m'avait demandé de jouer. Juste 4 investisseurs et une femme de 57 ans autour d'une table en cristal et velours bordeaux, en train de parler d'argent, de marché, de risques et d'opportunités avec la précision de gens qui savent exactement de quoi ils parlent. Je répondis à chaque question. Je défis chaque chiffre. Je reconnus les faiblesses du dossier là où elles existaient, parce que rien ne crédibilise davantage une présentation que l'honnêteté sur ses propres limites. Et je proposais des solutions concrètes pour chacune d'elles. À un moment, vers 22 heures, Breker posa son stylo et dit « Madame Vernet, je dois vous poser une question que je ne pose normalement pas lors d'un premier dîner. Pourquoi ce soir précisément? Vous aviez ces documents depuis des mois. Vous auriez pu nous contacter directement, sans passer par ce dîner. » Je le regardais. Je réfléchis 1 seconde à la réponse la plus honnête. Puis je dis « Parce que je voulais qu'il soit là. Je voulais qu'il soit dans la même pièce que moi au moment où les choses changeraient. Non pas pour lui faire du mal, mais parce que pendant 22 ans, il a pris des décisions importantes de ma vie sans me consulter, sans me prévenir, sans me regarder. Ce soir, il a regardé. Et il a compris. C'était nécessaire. Pour moi. » Breker hocha la tête lentement. Il n'ajouta rien. Mais je vis dans son expression qu'il avait compris quelque chose qui allait au-delà des chiffres et des contrats. Lauren Crawford referma son dossier avec un geste net et dit « Je pense que nous avons tout ce qu'il nous faut pour la prochaine étape. Madame Vernet, notre équipe juridique vous contactera demain matin. Je pense que nous pouvons aller de l'avant. » Adriana Santos sourit, le premier vrai sourire de la soirée, et dit en portugais « Você deveria ter nous ligado há 10 anos. » Vous auriez dû nous appeler il y a 10 ans. Je souris à mon tour. Peut-être,
Mais je n'étais pas encore prête. Elle hocha la tête. Agora você está. Maintenant vous l'êtes. Je quittai le restaurant peu avant 23 heures. Le maître d'hôtel m'apporta mon manteau avec une discrétion impeccable. Dehors, l'air d'octobre était froid et propre. Je restai un instant sur le trottoir, les mains dans les poches, à regarder la rue déserte et les reflets des réverbères sur l'asphalte mouillé. Quelque part dans Paris, Philippe était avec Clara dans un appartement que je ne connaissais pas, en train de reconstituer ce qui s'était passé ce soir avec les maigres informations dont il disposait. Il savait que quelque chose avait mal tourné. Il ne savait pas encore à quel point. Il ne savait pas encore que le compte à rebours avait déjà commencé. 48 heures. C'est tout ce qu'il lui restait avant que tout s'effondre. Je hélai un taxi. Je montais. Et pendant tout le trajet vers l'appartement, mon appartement, à mon nom depuis le début, par une décision fiscale que Philippe avait lui-même prise sans imaginer un instant que ce détail deviendrait un jour crucial. Je ne pensais à rien d'autre qu'à dormir. Demain serait une longue journée, et j'avais besoin d'être reposé pour ce qui allait suivre. La première heure après le dîner, Philippe était convaincu qu'il avait survécu à une situation embarrassante. C'est ce qu'il dit à Clara en rentrant dans son appartement. Celui qu'il louait depuis 8 mois dans le 10e arrondissement, avec l'argent d'un compte que je n'étais pas censé connaître. Il lui dit que j'avais fait une scène, que les investisseurs étaient des professionnels et que des professionnels ne laissaient pas ce genre de choses affecter une décision commerciale. Il lui dit que demain matin, il appellerait Breker directement et que tout rentrerait dans l'ordre. Il ouvrit une bouteille de vin. Il s'assit dans le canapé. Et selon ce que j'appris plus tard, par une source que je n'avais pas cherchée mais qui me trouva, il s'endormit avec le téléphone sur la poitrine en attendant un appel qui ne vint jamais. À la 12e heure, le directeur financier de l'entreprise l'appela. Philippe décrocha avec la voix de quelqu'un qui a mal dormi et qui s'attend à une question ordinaire. Ce qu'il entendit n'avait rien d'ordinaire. Son accès au système informatique interne avait été révoqué pendant la nuit. Son identifiant ne fonctionnait plus. Ses autorisations avaient été suspendues par la direction exécutive. Philippe demanda de qui venait cette instruction. Le directeur financier répondit, avec un malaise audible dans la voix, « De Madame Vernet, monsieur. Madame Hélène Vernet, la directrice exécutive. » Philippe raccrocha. Il resta assis sur le bord du lit, les pieds sur le parquet froid, le téléphone dans la main, et il essaya d'appeler le service informatique. Même réponse. Il essaya d'appeler la secrétaire générale, qu'il connaissait depuis 12 ans. Elle décrocha, dit qu'elle était désolée, et raccrocha. Il comprit à ce moment-là que quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'il avait imaginé la veille était en train de se produire. Mais il ne savait pas encore à quel point. À la 18e heure, il se rendit à la banque. Il arriva à l'agence du 8e arrondissement où nous avions notre compte d'entreprise depuis 16 ans. Le directeur d'agence le reçut dans son bureau avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il lui offrit un café. Puis il lui expliqua, avec le maximum de délicatesse que la situation permettait, que les procurations et autorisations conjointes avaient été révoquées par le département juridique de l'entreprise. Que le compte personnel de Philippe restait intact et accessible. Que le compte de la Vernet & Associés, en revanche, était désormais sous la seule autorité de la directrice exécutive, conformément aux documents déposés auprès du tribunal de commerce 3 jours plus tôt. Philippe demanda une copie de ces documents. Le directeur d'agence lui dit poliment que ces documents lui seraient transmis par voie officielle par l'avocat de l'entreprise. Philippe se leva, renversa légèrement sa chaise en se levant, ne la redressa pas, et sortit. À la 20e heure, il appela le cabinet d'avocats avec lequel il travaillait depuis des années. La secrétaire l'informa que le contrat avec le cabinet avait été résilié la semaine précédente par la direction de l'entreprise et qu'un nouveau cabinet avait pris en charge la représentation juridique de la Vernet & Associés. Elle lui dit qu'elle était désolée. Elle lui dit qu'il pouvait les contacter en tant que client particulier s'il le souhaitait. Il raccrocha sans répondre. Il se retrouvait dans la rue, devant les grilles dorées du parc Monceau, avec son téléphone dans la main et l'impression que le sol sous ses pieds n'était plus tout à fait solide. Il appela Clara. Elle ne décrocha pas. Il laissa un message. Elle ne rappela pas. À la 22e heure, 3 courriels arrivèrent dans sa boîte personnelle à quelques minutes d'intervalle.
Le premier venait de Hans Breker. Court, formel, sans appel. Le consortium allemand informait Philippe Vernet que, suite aux informations portées à leur connaissance lors du dîner du mardi soir et aux vérifications juridiques effectuées dans la nuit, toute négociation avec lui en tant que représentant de la Vernet & Associés était considérée comme close. Le second venait du fonds américain de Lorraine Crawford, formulé différemment, mais avec le même sens exact. Le troisième venait d'Adriana Santos. Une seule ligne, en portugais, qui ne nécessitait aucune traduction pour quelqu'un qui avait passé la nuit à tout perdre. O apporte foi assinado esta manhã, com a fundadora. L'apport a été signé ce matin, avec la fondatrice. Philippe lut ce dernier courriel 3 fois, puis il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il appela notre fille Chloé. Elle décrocha à la 2e sonnerie, depuis Lyon où elle vivait. Il lui dit, avec une voix que je n'aurais pas reconnue tant elle avait perdu toute son assurance. « Chloé, est-ce que tu sais ce que ta mère a fait ?» Chloé répondit calmement, sans hésiter une seconde. « Oui, papa, je sais, et je pense qu'elle a bien fait. » Et elle raccrocha. À la 24e heure, Philippe se rendit à notre appartement du 16e arrondissement. Il sonna. Personne ne répondit. Il sortit ses clés. Elles n'entrèrent pas dans la serrure. La serrure avait été changée la veille au matin par un serrurier que j'avais appelé dès mon retour du restaurant. Il resta devant la porte pendant un moment. Les voisins du palier passèrent, le saluèrent avec une gêne polie. Il attendit encore, puis il redescendit. À la 26e heure, Clara accepta enfin de le voir. Ils se retrouvèrent dans un café du 10e arrondissement. Elle était arrivée la première, les mains autour d'une tasse, le visage fermé. Elle lui dit qu'elle avait passé la nuit à chercher mon nom sur Internet, qu'elle avait trouvé mon parcours, mes publications, les articles de presse mentionnant les contrats que j'avais dirigés, les conférences auxquelles j'avais participé en tant que directrice exécutive. Elle lui dit qu'elle avait compris, enfin, ce qu'elle n'avait pas compris lors du dîner, parce que personne ne lui avait jamais expliqué qui j'étais vraiment. Elle lui dit qu'elle avait cru être avec un homme puissant et indépendant, qu'elle comprenait maintenant que cette puissance et cette indépendance avaient un nom, un prénom, et que ce prénom était Hélène. Elle posa sa tasse sur la table, se leva, et lui dit qu'elle ne voulait plus le voir. À la 40e heure, le journal télévisé de 19 heures sur une chaîne nationale française diffusa une brève note économique. Le Fonds européen d'investissement a confirmé aujourd'hui un apport de 52 millions d'euros dans l'entreprise Vernet & Associés, sous la direction exclusive de sa cofondatrice, Hélène Vernet. L'entreprise sera prochainement rebaptisée et restructurée sous une nouvelle gouvernance à partir du prochain trimestre. Philippe regarda cette information depuis la chambre d'un hôtel de catégorie moyenne du 11e arrondissement. Une valise, un téléphone, les rideaux tirés sur une fenêtre qui donnait sur une cour intérieure. 48 heures, exactement après le dîner au L'Ambroisie, tout ce qu'il avait cru posséder avait disparu. L'entreprise, les investisseurs, les comptes, l'appartement, Clara. Et moi, surtout moi, la femme qu'il avait cru pouvoir effacer sans conséquence. J'étais sur les écrans de télévision nationale. Il prit son téléphone, me chercha dans ses contacts, s'arrêta, le reposa sur le lit, puis le reprit, et m'envoya un message. 4 mots seulement. On doit se parler. Je lus le message, je posai mon propre téléphone sur mon bureau, et je continuai à travailler. Il y a des choses qu'on ne planifie pas, des choses qui arrivent parce qu'elles doivent arriver, parce que quelque chose en vous décide qu'il reste une étape nécessaire. Pas par amour, pas par pitié, mais parce que vous avez passé 22 ans à être une femme de parole et que vous n'allez pas cesser de l'être maintenant. 2 jours après avoir reçu son message, je m'assis à mon bureau dans le nouvel espace de travail que j'avais installé provisoirement dans un coworking du 2e arrondissement. Une grande pièce lumineuse avec des fenêtres qui donnaient sur les toits de Paris. Et j'écrivis une lettre. Pas un courriel. Une lettre, sur du papier, avec un stylo, parce que certaines choses méritent d'être écrites à la main, même quand elles font mal, même quand elles clôturent quelque chose qu'on ne rouvrira jamais. Philippe, écrivis-je, tu m'as demandé, ce soir-là au restaurant, de faire semblant que tout allait bien. J'ai fait semblant.
pendant exactement 2 minutes. Le temps nécessaire pour me lever, respirer et me souvenir de tout ce que j'avais construit et de tout ce que tu as passé les 3 dernières années à essayer de me faire oublier. Je vais te dire quelque chose que tu ne sais pas encore. Quelque chose qui ne figure dans aucun document juridique et qu'aucun avocat ne t'expliquera jamais, parce que ça n'a rien à voir avec la loi. Ça a à voir avec nous, avec ce que nous étions ou ce que j'avais cru que nous étions. Il y a 7 ans, notre fille Chloé avait 19 ans et traversait une période très difficile à l'université. Tu étais à Berlin pour une semaine de réunion. Elle m'a appelé un soir en pleurant, en disant qu'elle voulait tout abandonner. J'ai pris le train pour Lyon le lendemain matin à 6 heures, sans te prévenir parce que tu avais ce rendez-vous crucial avec les partenaires allemands et que je ne voulais pas te déranger. Je suis restée 3 jours avec elle. J'ai annulé 2 réunions importantes sans donner d'explication à personne. Quand tu es rentré de Berlin, je t'ai dit que Chloé allait mieux et que tout s'était arrangé. Tu as dit « tant mieux » et tu as ouvert ton ordinateur. Tu ne m'as jamais demandé ce qui s'était passé. Tu ne m'as jamais demandé ce que j'avais fait pendant ces 3 jours. Et moi, j'ai continué. Parce que c'est ce que je faisais. Parce que c'est ce que j'avais toujours fait. Cette lettre n'est pas écrite pour te blesser avec ce souvenir. Elle est écrite pour te dire que pendant 22 ans, il y a eu des centaines de moments comme celui-là. Des centaines de fois où j'ai été présente là où tu ne l'étais pas, où j'ai porté ce que tu ne voyais pas, où j'ai tenu ce que tu aurais laissé tomber. Et pendant toutes ces années, je n'ai jamais demandé de reconnaissance. Pas parce que je n'en avais pas besoin, j'en avais besoin profondément, mais parce que j'avais fini par croire que l'amour, le vrai, suffisait à rendre ces choses invisibles sans qu'elles pèsent. J'avais tort. Ce que tu as fait ces 3 dernières années n'a pas commencé avec Clara. Clara n'est qu'un symptôme. Ça a commencé le jour où tu as décidé, quelque part dans ta tête, que ma valeur était négociable, que ce que je représentais pour cette entreprise pouvait être effacé progressivement, remplacé par une version de toi-même qui n'avait pas besoin de partager le crédit. Ça a commencé quand tu as commencé à dire « je », là où il y avait toujours eu « nous ». Quand tu as commencé à m'exclure des réunions en disant que ce n'était pas nécessaire. Quand tu as commencé à me regarder comme si j'étais un meuble qu'on ne remarque plus parce qu'il a toujours été là. Les courriels que j'ai trouvés il y a 18 mois, le plan pour me racheter mes parts à une valeur sous-estimée, ne m'ont pas surprise autant que tu pourrais le croire. Ils ont confirmé ce que j'avais commencé à comprendre depuis un moment déjà. Que tu ne voulais pas seulement me marginaliser. Tu voulais me faire disparaître complètement. Professionnellement d'abord. Et ensuite, j'imagine, le reste aurait suivi naturellement, à ton rythme, à ta convenance. Ce soir au restaurant, en me chuchotant à l'oreille de faire semblant, tu pensais me donner un ordre. Tu pensais que j'allais baisser la tête, sourire poliment et traverser cette soirée comme j'avais traversé toutes ces années, en silence, en portant, en absorbant. Mais quelque chose avait changé. Quelque chose avait changé depuis 18 mois, lentement, solidement, sans que tu le voies, parce que tu ne me regardais plus vraiment depuis longtemps. Et ce soir-là, ta voix dans mon oreille n'a pas été un ordre. Elle a été la dernière chose dont j'avais besoin pour être absolument certaine. L'appartement du 16e est à mon nom. Il le restera. L'entreprise sera rebaptisée. Les nouveaux contrats sont en cours de finalisation. Mon avocat te transmettra les documents de divorce dans les prochains jours. Je te demande de ne pas contester. Non pas parce que tu n'en aurais pas le droit, mais parce que ce serait long, coûteux et que tu perdrais. Tu le sais aussi bien que moi. Une dernière chose, Philippe. Pas pour te blesser. Parce que c'est vrai. Et que la vérité mérite d'être dite au moins une fois clairement entre nous. Sans avocat, sans témoin, sans table de restaurant. Le jour où j'ai signé les documents qui ont sauvé l'entreprise en 2017, tu m'as rapporté des fleurs en rentrant. Tu m'as dit « Merci mon amour, tu t'occupes toujours de tout ». Et puis tu as appelé ton associé de Lyon pour fêter ça, sans prononcer mon nom une seule fois. Ce soir-là, assise seule dans notre cuisine avec les fleurs dans les mains, j'aurais eu besoin d'autre chose. J'aurais eu besoin que tu dises mon nom, que tu dises « c'est elle, c'est grâce à elle ». Une seule fois, tu ne l'as pas fait, et toutes les fois suivantes, tu ne l'as pas fait non plus. C'est peut-être là que tout a vraiment commencé à mourir entre nous. Pas dans les mensonges,
pas dans Clara, dans ce silence répété, dans cette façon que tu avais de me regarder sans me voir, de prononcer mon prénom sans jamais vraiment t'adresser à moi. Je t'ai aimé, Philippe, pendant longtemps et sincèrement. Cette lettre n'est pas écrite par une femme qui te déteste. Elle est écrite par une femme qui a finalement décidé de se choisir elle-même. Prends soin de toi. Hélène. Je pliai la lettre, la glissai dans une enveloppe, écrivis son prénom dessus, juste son prénom, sans le nom de famille que je portais encore pour quelques semaines. Et je la confiai à mon avocat pour qu'il la lui remette en main propre avec les documents officiels le lendemain matin. Puis je retournai à mon bureau. Il y avait du travail. 2 jours après la remise de la lettre, Philippe m'appela. Je ne décrochai pas. Le téléphone sonna 4 fois, s'arrêta, recommença. Je le regardais vibrer sur mon bureau avec le même calme que j'aurais regardé la pluie tomber sur les toits de Paris par la fenêtre. Puis il envoya un message. « Nous devons parler, en adulte, sans avocat. » Je posai le téléphone face contre le bureau et continuai à relire le projet de contrat que l'équipe juridique de Brecker m'avait transmis le matin même. 43 pages de clauses, d'annexes et de conditions que j'avais lues 2 fois déjà et sur lesquelles j'avais fait 7 annotations au crayon dans les marges. Le lendemain matin, il envoya un second message. « S'il te plaît, juste ce mot, rien d'autre. » Je le lus, je le relus, puis je posai le téléphone. Le surlendemain, il se présenta à l'entrée du coworking du 2e arrondissement. Ce n'était pas un hasard qu'il ait trouvé l'adresse. Mon avocat me l'expliqua plus tard. Philippe avait contacté la secrétaire générale de l'entreprise, la même qui lui avait raccroché au nez 48 heures plus tôt, et lui avait demandé, avec suffisamment de calme apparent pour qu'elle réponde par habitude professionnelle avant de se raviser, où était installé le nouveau bureau provisoire. Elle lui avait donné le nom du coworking avant de réaliser qu'elle n'aurait peut-être pas dû. Elle me l'avait signalé immédiatement après. Je l'avais remercié, et j'avais décidé que si Philippe se présentait, je le recevrais. Une dernière fois. Pas par faiblesse, par nécessité. Parce qu'il y a des conversations qu'on doit avoir en face à face pour qu'elles soient vraiment terminées. La réceptionniste m'appela depuis son poste d'accueil. Elle dit avec une discrétion professionnelle qui me toucha sans que je le montre, « Madame Vernet, il y a un monsieur qui demande à vous voir. Il dit que vous le connaissez. » Je demandais s'il était seul. Elle dit oui. Je demandais comment il avait l'air. Elle hésita une fraction de seconde, puis dit « Fatigué, madame. » Je regardais mon agenda. J'avais une conférence téléphonique avec Berlin dans 40 minutes. Je dis à la réceptionniste de le faire monter et que je lui accordais 10 minutes. Philippe entra dans la salle de réunion que j'utilisais comme bureau provisoire. Il portait le même costume que le soir du dîner, celui en laine gris anthracite, taillé sur mesure, mais il était légèrement froissé à l'épaule gauche, comme s'il avait dormi dedans ou l'avait porté trop de jours de suite sans le faire nettoyer. Ses cheveux blancs, habituellement impeccablement coiffés, avaient quelque chose de moins contrôlé que d'habitude. Et ses yeux gris-vert que j'avais appris à lire en 22 ans comme on apprend à lire une météo, avaient ce fond particulier que je n'y avais vu que très rarement. Pas de la colère, pas de l'arrogance blessée, quelque chose de plus nu que ça, quelque chose qui ressemblait à de la fatigue réelle, à ce moment précis où un homme comprend enfin la dimension de ce qu'il a perdu et que cette compréhension est plus lourde qu'il ne l'avait imaginé. Il s'assit en face de moi, regarda autour de lui, l'espace propre et fonctionnel, les documents organisés en piles nettes sur le bureau, la vue sur les toits de Paris par la fenêtre, le café encore chaud dans ma tasse, et je vis quelque chose traverser son visage que je reconnus sans peine. Ce n'était pas du remords au sens profond du terme. C'était la reconnaissance tardive de quelqu'un qui vient de comprendre l'étendue exacte de ce qu'il avait entre les mains et qu'il avait laissé tomber. Il dit qu'il avait commis une erreur, qu'il s'était laissé emporter, que Clara avait été une faiblesse passagère, une parenthèse, quelque chose qu'il ne savait pas vraiment expliquer lui-même. Il dit que l'entreprise était la nôtre, que nous l'avions construite ensemble, qu'il devait y avoir un moyen de rééquilibrer les choses. Il dit ce mot « rééquilibrer » avec l'assurance résiduelle de quelqu'un qui croit encore que les mots bien choisis peuvent réparer ce que les actes ont défait. Il parla pendant peut-être 5 minutes. Je l'écoutais sans l'interrompre.
sans croiser les bras, sans laisser mon visage exprimer quoi que ce soit de particulier. Je lui donnais tout l'espace dont il avait besoin pour dire ce qu'il était venu dire. Quand il eut terminé, je posai les mains à plat sur la table, et je lui posai une seule question. « Philippe, il y a 7 ans, quand Chloé traversait cette période difficile à l'université et que tu étais à Berlin, tu te souviens combien de jours je suis restée avec elle à Lyon ?» Il fronça légèrement les sourcils. Je vis qu'il cherchait vraiment, qu'il essayait de retrouver ce souvenir précis dans une mémoire qui avait classé cet événement comme secondaire, comme un détail parmi d'autres, comme quelque chose qui n'avait pas nécessité d'être retenu avec soin. Et cette recherche elle-même, ce moment où il cherchait et ne trouvait pas immédiatement, me dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont il avait vécu ses 22 ans à côté de moi. « Tu ne t'en souviens pas, dis-je. C'est normal, tu n'étais pas là. Et quand tu es rentré de Berlin, je t'ai juste dit que tout allait bien, et tu as ouvert ton ordinateur. » Je marquai une pause. « 3 jours, Philippe. Je suis restée 3 jours avec notre fille. J'ai annulé 2 réunions importantes. Je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas déranger ta semaine à Berlin. Voilà ce que j'ai fait pendant 22 ans. Voilà ce que tu n'as jamais vu. Pas parce que c'était invisible, mais parce que tu avais cessé de regarder. » Le silence dura 15 secondes. Je les comptais intérieurement, sans m'en rendre compte, comme on compte les secondes entre un éclair et le tonnerre pour mesurer la distance de l'orage. J'ai toujours tout géré, Philippe, pendant 22 ans. Et tu as passé les 3 derniers à m'apprendre à croire que ça n'avait aucune valeur. Aujourd'hui, je sais que ça en avait. Le problème, c'est qu'il est trop tard. Il resta silencieux encore un moment, puis il se leva, prit son veston sur le dossier de la chaise, marcha jusqu'à la porte. Et là, la main sur la poignée, sans se retourner, il dit d'une voix qui avait perdu toute sa résonance habituelle, une voix qui sonnait simplement comme celle d'un homme de 60 ans, debout dans l'encadrement d'une porte. « J'aurais dû mieux prendre soin de toi. » Je le regardais dans le dos, ses épaules que je connaissais si bien. Cette façon qu'il avait de tenir sa nuque, légèrement inclinée vers la droite quand il était fatigué. 22 ans de détails accumulés que le corps garde en mémoire, même quand la tête a décidé de tourner la page. « Oui, » répondis-je, « tu aurais dû. » La porte se ferma. Je restai immobile pendant quelques secondes. Pas de larmes, pas de soulagement spectaculaire. Juste ce silence particulier qui suit la fermeture d'une porte que l'on sait définitive. Un silence qui n'est ni vide ni plein, mais simplement réel, simplement présent, simplement ce qu'il est. Je me tournai vers la fenêtre. Les toits de Paris étaient couverts par la lumière blanche et froide de novembre. Les cheminées laissaient échapper de fins fils de fumée qui se dissipaient rapidement dans l'air. Quelque part, un pigeon marchait sur le rebord d'une gouttière avec cette indifférence tranquille et absolue que seuls les pigeons parisiens savent avoir. Je restai à regarder par la fenêtre un long moment. Puis, mon téléphone sonna. C'était Berlin, la conférence téléphonique avec l'équipe de Breker. Je décrochai, m'installai dans ma chaise, ouvris le contrat à la première annotation que j'avais faite au crayon dans la marge et dis en allemand avec une voix parfaitement stable « Guten Morgen, Fange-Virant. Bonjour, commençons. » 6 semaines après le dîner, un samedi matin de novembre, ma fille Chloé m'appela. Elle avait 26 ans. Elle vivait à Lyon depuis 2 ans, où elle travaillait dans un cabinet d'architecture. Pendant toute la tempête des 6 semaines précédentes, elle était restée silencieuse. Pas d'un silence froid ou hostile, mais d'un silence de quelqu'un qui absorbe, qui réfléchit, qui trie. Elle avait répondu à mes messages avec des mots courts et chaleureux. Elle avait raccroché au nez de Philippe le soir où il l'avait appelé depuis son hôtel. Et elle n'avait pas pris parti publiquement, pas posté quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, pas appelé ses cousins ou ses oncles pour commenter. Elle avait simplement attendu. Et ce matin-là, elle appela. « Maman, est-ce que je peux te voir ce week-end » Je dis oui immédiatement, sans même vérifier mon agenda. Certaines choses passent avant les agendas. Nous nous retrouvâmes le lendemain, un dimanche matin, dans un café près de la place des Vosges. C'est elle qui avait choisi l'endroit. Elle connaissait ce café depuis l'époque où elle était étudiante à Paris, avant Lyon, avant l'architecture, avant la vie adulte qui l'avait emmenée ailleurs.
Un endroit petit et chaud, avec des tables en marbre et des chaises en rotin, des tasses épaisses et du café fort, et cette lumière particulière du matin parisien en automne, qui entre par les fenêtres avec une douceur presque hésitante, comme si elle demandait la permission. Chloé était arrivée avant moi. Elle était assise au fond, les deux mains autour de sa tasse de café au lait, les yeux légèrement rouges, pas de quelqu'un qui vient de pleurer, mais de quelqu'un qui n'a pas très bien dormi. Elle avait les cheveux attachés n'importe comment, une veste en laine trop grande pour elle, qui avait l'air d'appartenir à quelqu'un d'autre, et cette façon de tenir sa tasse à deux mains que j'avais depuis qu'elle était petite. Une façon à elle, héritée de moi sans qu'elle s'en rende compte, comme ces choses que les filles portent de leur mère sans jamais les avoir choisies consciemment. Je m'assis en face d'elle. Je commandai un café. Le serveur apporta 2 verres d'eau. Nous restâmes silencieuses un moment, comme 2 personnes qui ont beaucoup de choses à se dire et qui cherchent par où commencer. Ce fut elle qui parla la première. « Maman, je t'ai appelé la semaine où la nouvelle est passée à la télévision. Tu t'en souviens ? Je n'arrivais pas à parler. J'étais chez une amie, le manteau encore sur le dos, et j'ai vu ton nom sur l'écran. Et je suis restée là, debout au milieu du salon, sans bouger pendant je ne sais combien de minutes. » Elle s'arrêta, avala une gorgée de café. « Pourquoi tu ne m'as jamais dit ce que tu faisais vraiment, ce que c'était vraiment, toi, dans cette entreprise ?» Je la regardais. Cette femme de 26 ans en face de moi, qui avait mes yeux et les pommettes de sa grand-mère, et une façon de froncer légèrement le sourcil gauche quand elle réfléchit que j'avais vu pour la première fois sur son visage quand elle avait 3 ans, et que je n'avais jamais cessé de trouver bouleversante. Parce que je croyais que c'était plus important que vous voyiez la famille entière. Dis-je, pas seulement moi. Elle posa sa tasse, croisa les bras sur la table, et me regarda avec une expression que je n'avais pas encore vue sur son visage. Pas de la colère, pas de la tristesse, mais quelque chose de plus complexe et de plus douloureux que les deux. Quelque chose qui ressemblait à un deuil rétrospectif, au chagrin de quelqu'un qui vient de comprendre qu'une partie de son histoire était différente de ce qu'il croyait. J'ai grandi en pensant que papa avait tout construit, que toi, tu étais là en soutien, que c'était lui le moteur et toi, la stabilité de la maison. Toute mon enfance, toute mon adolescence, c'est l'image que j'avais. Et maintenant, j'apprends que non, que c'était toi. Que sans toi, il n'y avait rien. Et je ne sais pas quoi faire avec ça, maman. Je ne sais pas comment réorganiser 26 ans de souvenirs autour d'une vérité que je n'avais pas. Je pris le temps de répondre, parce que sa question méritait mieux qu'une réponse rapide. Parce que certaines vérités ne se disent bien qu'une seule fois, et qu'il faut les dire avec le soin qu'elles méritent. Ce n'était pas entièrement faux, ce que tu as vu en grandissant. Ton père a des qualités réelles. Il sait convaincre les gens, il sait occuper une pièce, il sait porter un projet devant un public. Ce que j'ai fait pendant 22 ans, ce n'était pas invisible parce que ça n'existait pas. C'était invisible parce que j'avais accepté qu'il en soit ainsi. Parce que quelque part, je croyais que l'important c'était que la famille tienne, que l'entreprise marche, que tout le monde soit bien. Pas que mon nom soit prononcé. J'ai fait un choix que je referais différemment aujourd'hui. Mais c'était mon choix. Chloé resta silencieuse un long moment. La lumière du matin avait changé d'angle et posait maintenant une bande dorée sur la table entre nous. Quelqu'un, au comptoir, riait d'une plaisanterie avec le serveur. Dehors, Paris continuait avec cette indifférence douce et constante qui est sa façon particulière d'être présente sans jamais s'imposer. Puis elle dit, très doucement, en gardant les yeux posés sur sa tasse. « Tu as 57 ans, maman, et tu viens de signer un contrat de 52 millions d'euros. Toute seule. »« Oui. »« Alors arrête de parler comme si tu avais perdu du temps. » Rit, de verdade. Un riso que saiu de algum lugar em mim que havia ficado fechado por muito tempo. Depuis combien de temps exactement, je n'aurais pas su le dire, mais fermé, oui, avec cette façon qu'ont certaines joies de s'endormir doucement sans qu'on les voie partir. Ce rire-là, ce matin-là, dans ce café de la place des Vosges, avec ma fille en face de moi, fut la première chose depuis des semaines qui me fit l'effet d'un vrai recommencement. Elle tendit la main au-dessus de la table. Je posai la mienne dedans. Nous restâmes ainsi un bon moment, sans parler. Pendant que Paris passait par la fenêtre du café, les marchés du dimanche matin, les familles avec des poussettes, les cyclistes, les premiers touristes de la journée avec leurs appareils photo,
le bruit doux et constant d'une ville qui ne s'arrête jamais. Il n'y avait pas de victoire spectaculaire dans ce moment. Pas de discours. Pas de Philippe regardant de loin avec un regret poétique. Il y avait simplement ma fille et moi, et une tasse de café, et 57 ans de vie qui commençaient enfin à m'appartenir vraiment. Cet après-midi-là, je retournais au bureau. Sur mon bureau, un courriel de Hans Brecker confirmait la première réunion officielle de la nouvelle phase de l'entreprise. Désormais rebaptisée Hélène Vernet & Associés, avec un siège principal à Paris et un bureau secondaire à Berlin ouvert le trimestre suivant. J'ouvris le document, je lus chaque clause avec attention. Je fis 3 annotations dans les marges. Je répondis à Brecker en 2 paragraphes nets et précis. Puis j'éteignis l'écran. Je pris mon manteau, mon sac. J'éteignis la lumière du bureau et je sortis. Pas comme la femme qui servait le café, comme la femme qui avait toujours été la propriétaire de la tasse. Vous êtes resté jusqu'au bout? Alors vous savez, ce n'est pas la trahison qui l'a détruite, c'est la trahison qui l'a libérée. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir soi-même.